Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Automne 1765. Le vent siffle sur les plateaux, les troupeaux sont plus dispersés et les enfants sont toujours envoyés au pâturage. Les battues s'enchaînent, les primes s'accumulent, les rumeurs s'intensifient, mais rien n'y fait. On enterre chaque semaine un nouveau corps. La bête ne se laisse pas prendre. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la bête du Gévaudan. L'automne 1765 fait souffler une brise d'espoir sur le Gévaudan. François-Antoine de Beauterne, bras armé du roi, abat un loup immense. 60 kilos de muscles et de poils, dénichés dans les bois sombres de la Ténazère. Il est grand, impressionnant, un peu cabossé. On le regarde de travers, comme si ça ne suffisait pas à expliquer le massacre. Mais, ma foi, il fait l'affaire. Il est emballé, embaumé, puis expédié à Versailles, comme un trophée. À peine posé au palais, le voilà exhibé sous les dorures. Voici la bête du Gévaudan. La cour applaudit. Louis XV jubile. Les gazettes pondent des gravures à tour de bras, moitié fauve, moitié dragon, selon l'inspiration du moment. Beauterne, satisfait de ce tableau, rédige un mémoire plein de formules solennelles et y appose un très joli « à faire classer » sur la couverture. Il laisse son fils Antoine sur place pour calmer les esprits et superviser les derniers ajustements. L'intendant du Languedoc, soulagé, envoie à Paris des courriers ravis. Tout est rentré dans l'ordre, merci, merci, oh mon bon roi, d'avoir envoyé un gars aussi cool que ceux de Beauterne. Mais l'ordre retrouvé dans le Gévaudan est une illusion de plus. À peine de Beauterne est-il remonté à la cour que les hurlements reprennent. Et pas ceux des loups, ceux des maires, des curés et des bergers. Les forêts se remettent à saigner, les cadavres refont surface. Et cette fois, l'horreur est encore plus vorace, trop rapide, trop précise, trop insaisissable. Ce loup était gros, mais ce n'était pas elle, ce n'était pas la bête. Les murmures montent dans les campagnes. Ce loup-là, ce n'était rien d'autre qu'une diversion, un théâtre de marionnettes pour rassurer Versailles. La vraie horreur, elle, continue de rôder, et on a maintenant bien compris qu'on ne l'attraperait pas si facilement. D'autant que certains détails troublants commencent à émerger. En mettant le nez dans les archives, on découvre que plusieurs corps ont été retrouvés sans leur tête. Oui, décapités, net. Ce genre de mutilation ne ressemble pas à ce que fait un loup, même affamé. La boîte crânienne, on le sait à l'époque, est difficile à fracturer pour un animal. Mais là, certaines têtes sont littéralement arrachées ou séparées du tronc. Pas mâchouillées, tranchées. Et ça, les paysans, les chasseurs, les curés, tous ceux qui vivent avec les loups depuis toujours, ils le remarquent assez vite. Ces cas sont rares, mais bien attestés. Dans les registres paroissiaux, on trouve la mention de corps mutilés, retrouvés sans visage ou carrément sans tête. Certains sont enterrés en plusieurs morceaux. Les courriers de l'intendant du Languedoc évoquent ces anomalies, sans les expliquer pour autant. Et forcément, dans une société rurale où l'on croit encore aux sorciers, aux démons, aux messes noires, ça alimente toutes les peurs. Peut-être que ce n'est pas un animal, peut-être que ce n'est qu'un homme. Ou pire, un homme et une bête ensemble. Ou pire encore, un homme qui profite du chaos ambiant et de ses attaques animales pour commettre des atrocités.
Entre l'automne 1764 et le printemps 1767, on dénombre près de 350 attaques imputées à la bête, dont environ 100 à 120 morts. Certaines de ces attaques ont marqué les esprits par leur violence et les circonstances atroces dans lesquelles les victimes ont été retrouvées. Parmi les cas les plus terrifiants, il y a celui de la petite Marguerite Morin, attaquée en octobre 1765, près de la paroisse de Venteuges. Elle n'avait que 7 ans. Son corps fut découvert 3 jours plus tard, mutilé, à demi enterré sous des branchages. Avouez quand même que c'est étrange pour un gros loup d'enterrer même à moitié ses victimes. Selon le curé local, seule une chaussure fut retrouvée intacte à une 50aine de mètres du cadavre. Autre cas glaçant, celui de Jean Bouéry, 15 ans, retrouvé mort dans un ravin près de l'Orsière en mai 1766. Son corps a été traîné sur plus de 200 mètres et les témoignages recueillis évoquent des morsures profondes au cou, des traces de griffures sur le torse et des lambeaux de vêtements éparpillés sur une large zone boisée. En juin 1766, à Saint-Julien-des-Chazes, 3 enfants partis garder les brebis sont attaqués en plein jour. 2 parviennent à fuir, le 3e, un garçon de 10 ans nommé Louis Chanal, est tué sur le coup. Son frère aîné déclarera plus tard aux autorités que la bête avait sauté comme un homme et qu'elle semblait viser la gorge en premier. Je ne vous en donne que quelques-uns, mais ces récits tragiquement nombreux montrent la régularité des attaques et leur violence inouïe. Ils sont tirés pour certains des registres paroissiaux, pour d'autres de lettres envoyées à l'intendant du Languedoc, conservées aujourd'hui dans les archives départementales de la Lozère. Chaque détail, la météo, l'heure, la disposition du corps y est consigné. Les victimes sont retrouvées démembrées, dévorées, parfois à moitié enterrées ou éparpillées sur plusieurs mètres. On identifie les corps à des lambeaux de vêtements, des os, une tresse ou une paire de sabots. Ça ne tient pas à grand-chose. Ce qu'on constate quand même en prenant du recul sur tous ces morts, c'est que ce sont surtout des enfants. Selon les documents de l'intendant du Languedoc, les 2/3 des victimes ont entre 5 et 15 ans. Mais ce n'est pas très étonnant, car à l'époque, ce sont eux qu'on envoie garder les troupeaux, seuls, en lisière de forêt, en haut des prairies, loin du village. Ils ne portent que des habits d'été, des gilets de laine fine, complètement inutiles face à une mâchoire de loup. Ceux qui portent des manteaux épais ou des corsets s'en sortent parfois salement amochés, mais pas les autres. Souvent, la bête attaque à l'aube ou au crépuscule. Elle attend, tapie à l'orée d'un bois, elle observe. Et quand elle se jette sur sa proie, c'est pour l'étrangler, la mordre au cou, la plaquer au sol avec ses griffes. Elle vise les chairs tendres, cuisses, bras, ventre, seins pour les femmes. Une fois son crime accompli, elle repart souvent avec un morceau. On retrouve les restes dans des bois, dans des clairières, parfois sur les chemins. Face à cette horreur, la population oscille entre terreur et colère. Tout le monde se défend, on fabrique des armes de fortune, des bâtons ferrés, des sortes de fourches appelées fourchines, des lames montées sur des hampes de bois, on cache des pierres dans des jupes et des couteaux dans les guêtres. Et certains, parfois, réussissent véritablement à se défendre. Bref, en toutes circonstances, on est maintenant préparé à tenter de survivre. Et si l'on connaît aussi bien cette période, c'est parce qu'il y a des survivants. Et même quelques survivants qui ont réussi à voir quelque chose, à entendre, à sentir et à retranscrire. Leurs récits transmis aux intendants ou consignés par des curés sont d'une rare intensité. À Chanaleille, le 12 janvier 1765, 7 enfants, âgés de 8 à 12 ans, gardent du bétail sur une montagne escarpée quand surgit la bête. Le groupe se compose de 5 garçons. Jacques Portefaix, un autre Jacques et un petit Jean, tous 3 âgés de 12 ans, Joseph, 8 ans et demi, Jean, 8 ans, et 2 filles, Madeleine et Jeanne, 9 ans. Tous sont armés d'un bâton terminé par une lame de fer taillée en pointe et protégée dans une gaine. Jacques Portefaix instinctivement les organise en formation, les plus costauds devant avec lui, les filles au centre et les plus jeunes à l'arrière. Quand la bête approche, tapie, puis bondissante, ils font le signe de croix et dégainent leurs armes. Elle tourne autour d'eux, les jauge,
puis elle fond sur Joseph et lui arrache un morceau de joue qu'elle avale sous leurs yeux. Les enfants, terrifiés mais soudés, l'encerclent, la piquent. Elle tente de saisir le petit Jean de 8 ans, l'emporte brièvement, mais ils la poursuivent jusqu'à un bourbier. Piégée dans la vase, elle garde toujours le petit Jean sous sa patte. Portefaix comprend qu'il faut frapper la bête aux yeux et à la gueule. Tout ce qu'ils avaient tenté jusque-là ne perçait pas sa peau. Il la harcèle jusqu'à ce qu'elle relâche l'enfant. L'un des garçons, d'abord paralysé par la peur, retrouve son courage sous l'impulsion de Portefaix, qui crie « On meurt tous ensemble ou on le sauve !» Quand la bête lâche enfin prise, Portefaix se place entre elle et son camarade, prêt à encaisser la prochaine charge. Mais elle s'enfuit. Le récit, transmis par le curé de Chanaleille, fait rapidement le tour des campagnes. Louis XV, impressionné, fait de Jacques Portefaix un pupille royal, lui offrant une bourse d'études à Montpellier. Il deviendra artilleur et mourra en 1785. Ses compagnons, eux aussi, reçoivent une récompense du roi. Et dans tout le royaume, son acte devient un symbole. Un gamin de 12 ans face à la bête, mais qui refuse de fuir. À la Bessière, un hameau isolé près de Saint-Alban, le 11 août 1765, Jeanne Jouve, une mère d'environ 30 ans, se rend dans son jardin de l'autre côté du chemin qui borde sa maison. Son bébé de 18 mois dans les bras, suivi de 2 autres de ses 6 enfants. L'un des enfants, après être resté un moment dans le jardin, décide de rentrer à la maison. À l'instant où il atteint la porte, la bête surgit et lui saute dessus, le saisissant à la tête et l'entraînant dans le jardin. La mère, affolée mais déterminée, se précipite et attrape son fils par les pieds. Un combat absurde et atroce s'engage entre la mère et l'animal. Chacun tire d'un côté, jusqu'à ce que la peau du crâne du petit se détache entièrement. La bête lâche prise pour mieux s'emparer d'un autre enfant âgé de 6 ans. Là encore, Jeanne fonce, la saisit par le col, la repousse. Dans la panique, elle a posé son bébé au sol pour défendre les autres. La bête tente alors de s'en prendre au nourrisson, mais la mère intervient à nouveau, une vraie lionne. La bête revient ensuite sur sa première victime, le garçon qui est déjà terriblement blessé. Elle le mord au nez et commence à le dévorer. Jeanne, enragée, parvient une fois de plus à la faire lâcher prise. Elle tente de lui tenir la patte, l'empêche d'atteindre les autres. Mais devant cette résistance inattendue, la bête opte pour une ruse, raconte l'histoire. Elle force un des enfants à sauter par-dessus le mur de clôture, puis elle le suit. Jeanne, infatigable, l'attrape par l'arrière-train pour la retenir, mais elle finit par devoir lâcher l'animal à bout de force. La créature a déjà emporté l'enfant blessé sur près de 150 pas dans des rochers lorsque un frère aîné, âgé de 12 ans, témoin de la scène depuis la maison, intervient avec les chiens. L'un d'eux file droit vers la bête, l'attaque et la force à lâcher l'enfant. Le jeune adolescent armé d'une lance tente de frapper la créature, mais sa lame émoussée ne pénètre pas sa peau. La bête riposte d'un coup de museau puissant, projette le chien de la famille contre un rocher, puis prend la fuite. Le petit garçon, grièvement atteint, est ramené à la maison, mais meurt 3 jours plus tard, des suites de ses blessures. 2 heures après cette attaque, un autre garçon, âgé de 16 ans, est dévoré à quelques kilomètres de là, tout près d'un autre village. On accourt, mais trop tard, la bête lui a déjà mangé les entrailles. Et dans ce chaos total, on réalise qu'on a oublié le bébé. La panique monte à nouveau, on le cherche des yeux, on court. Et là, dans un coin du jardin, tranquille et imperturbable, se tient le cochon. Oui, messieurs, dames, le cochon de la ferme de Jeanne, resté fidèle au poste. Ce compagnon, peu réputé pour son sens du sacrifice, souvent taxé d'ingratitude dans les proverbes et les fables, a tenu tête à la bête. Il l'a poursuivi, harcelé, il s'est interposé avec une ténacité qu'on aurait attribuée à un chien de berger ou à un molosse, pas à un cochon. Et pendant qu'on courait dans tous les sens, c'est lui qui veillait sur le bébé, couché calmement à ses côtés. Tous ces éléments peuvent sembler invraisemblables, mais ils ont été rapportés par plusieurs témoins, consignés dans des lettres et repris dans les textes de l'époque. Ce qui défie le plus la logique finalement, c'est qu'une bête,
que tant de femmes, d'enfants, de mères enragées et même de cochons ont réussi à mettre en échec, souvent au péril de leur vie, ait pu continuer à semer la mort pendant des mois sans être arrêté par des soldats, des dragons et des louvetiers armés jusqu'aux dents. Il a fallu faire venir les meilleurs chasseurs du royaume de l'autre bout de la France pour espérer en venir à bout. Quoi qu'il en soit, Jeanne Jouve, pour son courage hors du commun, recevra une gratification officielle. Le comte de Morangiès, militaire de carrière et figure influente de la noblesse régionale, qui joue un rôle central dans l'organisation de certaines battues et le relais des revendications des habitants auprès des autorités royales, se déplacera lui-même pour la féliciter et lui offrira une récompense supplémentaire. Un poème sera même composé à la gloire de Jeanne. Bref, elle entre dans la légende locale comme une héroïne rustique qui, seule dans son jardin, aura tenu tête à ce qui semble être, à l'époque, l'incarnation du mal. Et puis, il y a Marie-Jeanne Vallée. Son histoire, comme celle de Jeanne Jouve, ne tarde pas à faire le tour du Gévaudan, reprise par les gazettes locales et les colporteurs. Elle devient un symbole de bravoure populaire. Les autorités s'en emparent pour galvaniser une population à bout de nerfs. On chante ses louanges, on l'imprime sur des feuillets, on la raconte aux veillées. En ces temps-là, les nouvelles voyagent plus vite par la bouche que par la plume, et Marie-Jeanne devient une légende vivante, brandie comme preuve qu'on peut résister et qu'on peut survivre. En fait, elle donne de l'espoir et devient, pour les populations terrifiées, un modèle à suivre. Le 11 août 1765, cette jeune fille de 20 ans, fille d'un sabotier de Paullac, est attaquée alors qu'elle traverse le pont de Faux, un petit passage isolé entre deux collines boisées. Elle explique que la bête a surgi de la broussaille. Marie-Jeanne recule, sort une baïonnette qu'elle porte à la ceinture, comme beaucoup à cette époque, elle s'arme pour les trajets, on ne sait jamais ce qu'on trouve en chemin, et elle l'enfonce dans la poitrine de l'animal. La bête pousse un cri, prend la fuite et disparaît. Les autorités locales, à court de solutions et désireuses de nourrir un semblant de victoire, s'emparent de son histoire, vous imaginez bien. La presse la relaie, les gazettes lui donnent le surnom de « la pucelle du Gévaudan » en référence directe à Jeanne d'Arc. Une gravure est même imprimée à son effigie, la représentant l'arme à la main face à la bête. Et comme pour Jeanne, les colporteurs la chantent et les curés la bénissent. Ah bah sa bravoure devient carrément une parabole à ce niveau-là. Preuve qu'une fille du pays, seule face à l'horreur, peut faire reculer elle aussi la terrible bête. Un symbole qui, dans le sous-texte, souligne surtout l'impuissance des tout-puissants. Marie-Jeanne a été blessée ce jour-là, mais contrairement à beaucoup d'autres, elle survivra à ses blessures, se mariera quelques années plus tard et vivra à Saugues où son nom circule encore dans les récits populaires. Ces femmes, ces enfants, ces anonymes sont devenus légendaires par leur bravoure, mais surtout par leurs témoignages. Il n'y en a pas 36, juste 3, et qui ont voyagé un peu au fil du temps. Alors, pour démêler le vrai du faux, bon courage. L'hystérie gagne les campagnes, car les mois passent et la bête continue. Les primes sont doublées, triplées. Le roi verse même 6000 livres de sa propre main. Des chasseurs affluent de toute la France, attirés par l'appât du gain et de la gloire, tandis que dans les églises, on organise des processions pour éloigner le mal. Certains prient, d'autres soupçonnent. C'est quoi cette bête à la fin ? Ou qui ? Après tout, le capitaine Duhamel n'a-t-il pas lui-même décrit un monstre mi-lion, mi-ours, mi-cheval ? On n'est vraiment plus dans la rationalité, mais dans le mythe. Avec ces attaques qui tombent sur le Gévaudan comme une coulée de lave impossible à arrêter, on commence à se demander comment cette bête peut avoir le don d'ubiquité de cette manière. Mais et si elle n'était pas seule ? Et si elle était plusieurs ? C'est la fin de ce 5e épisode de la saga de l'été. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite. Si vous aimez cette saga et ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Merci à tous ceux qui me soutiennent déjà et qui me soutiendront. Comme toujours, je vous invite à partager le podcast autour de vous, à ceux qui n'ont rien à écouter cet été, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite.